Beauty Gold vous présente le journal. Pour donner une nouvelle fois l'exemple à suivre en matière de respect des lois et assurer la transparence des dirigeants, aujourd'hui, les membres du gouvernement dirigé par Christian Tsaï se sont présentés devant la Haute Cour constitutionnelle pour déposer leur déclaration de patrimoine, une déclaration obligatoire selon les termes des lois en vigueur. Les députés se sont prononcés ce jour en faveur de la délégation de leur pouvoir de légiférer au président de la République après la fin de leur mandat pour éviter le vide institutionnel jusqu'à la prochaine élection législative. Ils ont également décidé d'appliquer la loi relative aux élections utilisée en 2013 pour la prochaine législative. Quant au programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État, il est censé être présenté par le Premier ministre au Parlement ce lundi. Retour devant la Cour pénale internationale pour Laurent Gbagbo, une audience sur la mise en liberté suspendue, malgré son acquittement, il y a plus de 2 semaines, jugé pour des accusations de crimes contre l'humanité commis entre 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien et son bras droit, Charles Blé Goudé, ont été acquittés le 15 janvier en première instance. Cependant, leur mise en liberté provisoire avait été suspendue à la suite d'un appel déposé par le procureur. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, les membres du gouvernement dirigés par Christian Tsaï ont déposé leur déclaration de patrimoine auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Une déclaration obligatoire selon les termes de la loi. Le Premier ministre a d'ailleurs rappelé le caractère obligatoire de cette étape afin d'assurer la transparence. Tous les ministres, sans exception, se sont ainsi présentés auprès de cette institution judiciaire. Outre cela, ce jour, le chef du gouvernement a annoncé être prêt à entamer le processus pour la tenue d'une élection législative. Comme annoncé dans les titres, aujourd'hui, les députés se sont prononcés en faveur de l'application de l'article 104 de la Constitution permettant la délégation de leur pouvoir de légiférer au président de la République après la fin de leur mandat jusqu'à la prochaine élection législative. D'autre part, ces membres de la Chambre basse ont également décidé d'appliquer la loi relative aux élections utilisée en 2013 pour la prochaine législative. Pour cette session extraordinaire, il ne leur reste plus qu'à attendre la présentation du programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État. Reportage Henri Florian. La délégation du pouvoir de légiférer au président de la République a été adoptée au sein de l'Assemblée nationale ce jour. Comme le veut la Constitution, il n'y aura de ce fait aucun problème de vide institutionnel après la fin du mandat des députés actuels, à compter du 6 février prochain jusqu'à la sortie des résultats de la prochaine élection législative. Le chef d'État peut ainsi continuer de poursuivre sans problème les actions liées à son programme de développement. Les membres de la Chambre basse ont décidé de déléguer le pouvoir de légiférer au président de la République après la fin du mandat des députés actuels, en attendant que de nouveaux députés soient élus pour éviter le vide institutionnel. D'autre part, la loi relative au régime général des élections a également été réexaminée et validée ce jour en vue de la tenue de la prochaine élection législative. Les députés ont décidé d'appliquer le texte utilisé en 2013 comme réclamé par les députés pour le changement sur la place du 13 mai. L'adoption de la dernière loi portant sur le régime général des élections a été une source de problèmes au sein de l'Assemblée nationale et a entraîné une grève sur la place du 13 mai. Ainsi, les députés ont décidé que le texte qui sera utilisé pour régir la prochaine législative sera celle de 2013. Outre cela, le Premier ministre présentera aux membres de la Chambre basse son programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État lundi prochain.
Restons dans l'actualité politique. Désormais, chaque Conseil des ministres portera sur les véritables problèmes touchant directement le quotidien de la population et les solutions pour les résoudre dans les plus brefs délais. C'est ce qu'a déclaré le chef d'État hier dans un Conseil des ministres, dans l'optique de la mise en œuvre des programmes de l'initiative Émergence Madagascar. Quelques décrets ont été adoptés. Un reportage signé Ouna Sain. Un conseil des ministres a été tenu hier au Palais Diavelou. Au cours de cette réunion, le président Andrazoul a annoncé un changement radical dans la détermination des ordres du jour des conseils des ministres. Dorénavant, les 10 conseils seront ainsi entièrement consacrés aux véritables problèmes touchant directement le quotidien de la population. Les débats serviront à avancer des solutions pour les résoudre dans les meilleurs délais possibles. Le président de la République a également souligné auprès des membres du gouvernement qu'il met un point d'honneur à la concrétisation des promesses électorales à travers la mise en œuvre des programmes de l'initiative Émergence Madagascar. Dans cette optique, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a adopté un décret portant interdiction de toute exploitation de zébus sur pied ou viande. Outre cela, quelques décrets portant sur la nomination de hauts fonctionnaires de l'État, à savoir le directeur des infrastructures et de la logistique de la présidence de la République, le directeur des affaires sociales et politiques de la présidence de la République et le directeur administratif et financier de la présidence de la République ont également été adoptés. Sur un tout autre sujet, des véhicules appartenant au ministère des Travaux publics et utilisés par des membres de la famille de l'ancien chef d'État Eradjon Armapian pour leur intérêt personnel ont été restitués à ce ministère, une décision prise par le nouveau ministre de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics. Le détournement de l'usage de véhicules de fonction de l'État n'est désormais plus toléré, selon les explications. Ouna Sain. Des véhicules appartenant au ministère des Travaux publics ont été conservés pendant plusieurs années par d'anciens fonctionnaires pour leur usage personnel. Après une enquête menée par le ministère de l'Aménagement du territoire dans le but d'appliquer le principe de l'état de droit et de la bonne gouvernance, il a été découvert que quelques voitures mises au nom du ministère avaient disparu. D'après les résultats de cette enquête, 2 véhicules auraient été utilisés par les frères du chef d'État sortant et l'un d'entre eux a déjà été ramené par celui qui l'a utilisé. Après vérification, le moteur de la voiture n'était plus à sa place. Cependant, un moteur a été retrouvé dans la voiture, mais pour l'instant, ceux qui ont procédé à la vérification n'ont pas confirmé s'il s'agit de celui du véhicule ou d'un autre qui devrait servir à remplacer le moteur d'origine. Des fonctionnaires de ce ministère ainsi que des techniciens ont été présents au cours de cette vérification. Il a fallu tirer ce véhicule à l'aide d'un 4x4 pour le déplacer. Il s'agit d'une voiture qui servait pour les missions. Elle était placée dans ce hangar, puis elle a disparu vers 2015 et n'a réapparu qu'aujourd'hui. Normalement, avec la nouvelle règle des plaques rouges, sa plaque aurait dû être modifiée, mais comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas la seule voiture à avoir disparu, il y en a plusieurs autres. 30 ans de service d'État. L'autre véhicule a été retrouvé dans une résidence d'un second frère de cet ancien chef d'État à Sabutsnamen. Pour rappel, cela fait plus de 7 mois que le Premier ministre a ordonné que toutes les plaques des véhicules appartenant à l'État soient changées en plaques rouges. Mais apparemment, les frères de cet ancien président de la République ont délibérément ignoré cette consigne. Désormais, le détournement de l'usage des biens et des équipements appartenant à l'État ne seront plus tolérés. Les mesures pour l'application de la politique de bonne gouvernance au niveau du ministère des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire vont se poursuivre. La collaboration avec les bailleurs de fonds et les partenaires du pays en matière d'extraction minière est capitale. Ces derniers réclament la transparence ainsi que le respect des lois et des droits de l'homme pour une continuité et une stabilité de cette coopération. Selon le ministre des Mines, des améliorations seront apportées dans cette optique. Gaëtan Andjetslav. Les exploitations minières effectuées par les étrangers et divers opérateurs ont souvent été source de plaintes à Madagascar, notamment en ce qui concerne les autorisations d'extraction.
Outre cela, les habitants situés aux alentours des zones où sont effectués les travaux ne bénéficient d'aucun avantage concret découlant de ces exploitations. Selon le ministre responsable, l'autorisation accordée à chacun de ceux qui procèdent à une exploitation minière va être vérifiée. Des mesures vont également être prises afin que la population puisse jouir de certains avantages liés à ces extractions. Les personnes et entreprises qui exploitent nos ressources minières aboutissent à des résultats satisfaisants. Toutefois, Madagascar et son peuple ne jouissent pas de ces résultats, donc il va nous falloir déterminer ce qui cloche et prendre des mesures adéquates, notamment en revoyant les autorisations et les lois régissant ces exploitations afin de répondre à la politique générale de l'État et le programme prévu par l'IEM. Le cas de Madagascar, suspendu du Yéti, va être réexaminé. Des mesures ont déjà été prises et un retour est attendu prochainement selon les explications. Le représentant de la Banque mondiale a renforcé la volonté de cette entité à poursuivre la collaboration avec la Grande Île. Les activités en cours qu'on a discutées peut-être plus en détail sont sur un trust fund qu'on a en ce moment qui essaye de soutenir l'ITI, justement, l'initiative pour la transparence des industries extractives, mais aussi d'autres sujets clés dans les systèmes institutionnels, et en particulier le service géologique. Donc là, il y a une opportunité qui se présente en ce moment, c'est la constitution d'une lithothèque au sein du ministère, puisque certains échantillons de roches et de carottes géologiques qui sont entreposés dans les anciens locaux du BRGM peuvent être restitués à l'État bientôt. Et donc nous on a essayé de proposer des actions pour accompagner la gestion de ces échantillons physiques et des données géologiques qui viennent avec ça. Le maintien de la collaboration avec les partenaires du pays est capital et pour cela, il faut assurer la transparence et le respect des droits de l'homme. Passons aux actualités internationales. Audience à la Cour pénale internationale sur la mise en liberté suspendue de Laurent Gbagbo ce jour sur la demande du procureur de maintenir en détention l'ancien président ivoirien dont la mise en liberté a été suspendue malgré son acquittement il y a plus de 2 semaines. Les détails dans ce reportage de France 24. Un ancien chef d'État face à la justice internationale. Ce 28 janvier 2016, c'est une première lorsque s'ouvre le procès de Laurent Gbagbo. Tout a commencé 5 ans plus tôt, le 28 novembre 2010. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'affrontent lors d'une présidentielle tendue en Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tard, la commission électorale publie les résultats certifiés par l'ONU. 54,10% des suffrages. Des résultats invalidés dès le lendemain par le Conseil constitutionnel qui proclame la victoire de Laurent Gbagbo. Pendant 5 mois, le pays plonge dans le chaos. Les partisans des deux camps s'affrontent. Les violences font plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo ne cède pas un pouce de terrain. Selon ses accusateurs, il aurait, avec l'un de ses fidèles Charles Blé Goudé, organisé une campagne de viol et de meurtre pour terroriser ses opposants. Il est finalement arrêté en avril 2011 par les forces d'Alassane Ouattara aidées par l'armée française, puis transféré à La Haye pour y être jugé pour crimes contre l'humanité. Des accusations qu'il a toujours niées. Après 2 ans et demi de procès et l'audition de 82 témoins, les preuves contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont jugées insuffisantes. Les 2 hommes sont acquittés. Le bureau du procureur annonce qu'il va faire appel. Nouvel épisode d'une épopée judiciaire qui pourrait durer encore des années. Énorme progrès entre les États-Unis et la Chine à l'issue de négociations bilatérales à Washington à un mois de la fin de la trêve dans leur guerre commerciale au potentiel dévastateur pour l'économie mondiale. Les deux camps ont salué les grandes avancées réalisées dans les négociations commerciales, même si tout n'est pas réglé. Reportage France 24. Des progrès, mais encore beaucoup de zones d'ombre. Alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est suspendue depuis le 1er décembre, Donald Trump s'est félicité des avancées accomplies dans les négociations. Nous avons fait des progrès substantiels. Cela ne veut pas dire qu'il y aura un accord, mais nous avons vraiment fait de très gros progrès. Je veux dire que la relation que nous avons actuellement avec la Chine n'a jamais été aussi avancée. Elle n'a jamais été aussi bonne. Selon l'agence Chine Nouvelle, si pour l'heure aucun chiffre n'a filtré, Pékin se serait engagé à accroître ses importations de produits agricoles et industriels américains.
En ce qui concerne le transfert forcé de technologie et le vol de propriété intellectuelle, deux sujets sur lesquels le président Trump se montre inflexible, des progrès auraient également été réalisés. Mais là encore, aucun détail n'a été révélé et les concessions de Pékin ne devraient pas aller jusqu'à une modification structurelle de ces pratiques. Beaucoup de chemin reste encore à parcourir avant la normalisation des relations entre les deux pays. Ça peut être le plus grand accord jamais conclu. Nous devons mettre tout ça sur une feuille de papier. Nous avons des accords sur certains points, des désaccords sur d'autres. Mais je pense qu'en définitive, nous parviendrons à un compromis. Je pense que ma rencontre avec le président Xi sera déterminante. Une rencontre qui pourrait avoir lieu fin février selon les médias américains. L'échéance des négociations est fixée au 1er mars. Si aucun accord n'est signé avant cette date, les États-Unis menacent d'augmenter les taxes sur les produits chinois importés. Elles passeraient alors de 10 à 25%. Avant de nous quitter, un bref retour sur les grands points de ce journal. Pour montrer l'exemple à suivre et assurer la transparence dans la gestion du pays, tous les membres du gouvernement ont déposé ce matin leur déclaration de patrimoine auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Les membres de la Chambre basse ont voté en faveur de la délégation de pouvoir au chef d'État pour parer le vide institutionnel après la fin de leur mandat. Ils ont également décidé que le texte de loi qui régira l'élection législative sera celle utilisée en 2013. Laurent Gbagbo s'est de nouveau présenté devant la Cour de La Haye, une audience sur la mise en liberté suspendue sur demande du procureur, malgré son acquittement prononcé le 15 janvier dernier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.